Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de la performativité, notamment. Alors, c'est un mot qui a pas mal été employé pendant la conférence, donc je suis super content parce que je travaille là-dessus. Donc voilà, quand les gens disaient performativité, j'étais content, je fais des petits carrés et j'ai vu plein de gens en parler. Donc visiblement, c'est quelque chose qui intéresse les gens. Alors, juste un petit rappel, du coup, si j'arrive à cliquer. Oui, c'est ça. C'est un terme linguistique à l'origine, il faut quand même le savoir. Austin est un linguiste, et puis c'est un terme qui a été repris par les chercheurs. Alors, Calon et Latour sont pas en gestion, mais a été repris pour donc la performativité, c'est dire, c'est faire. Donc, toute action, je vous déclare mari et femme, a une action. Au-delà du langage, c'est une action. Et donc, la théorie, dans cet angle-là, ne fait pas que décrire une réalité, mais elle a une action sur la réalité. C'est cette logique. Voilà, alors la perpétuité a été utilisée de différentes façons, surtout pour comment dire, penser le monde à travers cet angle-là. C'est beaucoup de chercheurs utilisent ça. Et puis il y a un autre courant de recherche que je poursuis notamment avec Jean-Pascal Gon là-dessus, qui est de comprendre quels sont en fait tous les mécanismes sociaux liés aux théories. Qu'est-ce qui se passe en fait quand les théories ont une action sur les choses et quelles sont les différentes choses qui interviennent là-dedans. Notamment, il y a des objets, des assemblages, des agencements sociotechniques qui interviennent là-dedans. Voilà, comment on se passe d'une théorie qui est des actions sur les choses. Et donc, c'est ça qui m'intéresse notamment. Alors, j'ai notamment fait un papier là-dessus. Alors, on utilise une métaphore qui est la métaphore de la stratégie Océan Bleu, où je me suis intéressé à l'histoire de cette théorie. Alors, le mot théorie ici est utilisé. Théorie, c'est pas une théorie forcément académique. Hein, quand on parle de théorie dans la performativité. Donc, je me suis intéressé à comment cette théorie, créée entre guillemets par donc Chan Kim et Moborn à l'INSEAD, s'est développée en enrôlant un ensemble d'acteurs, en enrôlant la Harvard Business Review, en enrôlant Harvard, en enrôlant des consultants, en enrôlant l'INSEAD, etc., pour faire un truc vendu à 5 millions d'exemplaires, à enrôler des États qui ont appliqué la théorie pour faire fonctionner leur état, etc., etc. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans la vision de la performativité, les créateurs de la théorie sont pas les maîtres de la théorie. La théorie, elle fait les choses elle-même et puis elle enrôle les acteurs. Et c'est intéressant parce qu'Yvon Pecqueux parlait de ça ce matin en disant que Freeman, en fait, il a juste été utilisé par la théorie des parties prenantes comme un acteur comme un autre, comme les bouquins, comme je ne sais quoi, pour participer à l'enrôlement de la théorie qui en fait est devenue une pratique. Donc c'est la vision où les humains ou les chercheurs ont assez peu de rôle dans ce processus. Et moi j'aimerais bien rétablir ce rôle et essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont de particulier quand même. Ils sont un peu différents. Ils ont notamment une capacité de réflexion et donc on peut quand même les différer. Ils diffèrent en quelque sorte des objets, des livres, etc. Donc quel est leur rôle spécifique? Voilà, ça c'est ce que j'ai envie de montrer. Alors, du coup, j'ai un programme de recherche où moi, je me suis intéressé à je me suis intéressé à 11 ou 14 histoires à l'origine de comment des concepts se développent à travers le temps. Donc voilà, des concepts assez connus. Et donc là-dedans, un de ceux-là, c'est le business model Canvas qui a été développé par développé donc d'après la performativité, c'est pas eux qui l'ont développé, mais en tout cas on rattache le nom de Alexander Osterwalder et Dave Pinner à ce concept. C'est ça, pour ceux qui connaissent pas, le Canvas. 9 cases, tous nos étudiants s'en servent, c'est super pratique. Voilà. Et donc pour ça, pour comprendre comment est-ce que cette théorie s'est développée. Encore une fois, c'est pas forcément une théorie académique. Donc je me suis intéressé au rôle des humains dans le. Ah ouais, c'est le livre où il y a les 11 concepts que j'ai étudiés. Donc j'ai interviewé Osterwalder, Pinner et d'autres personnes, et puis je me suis aussi intéressé aux non-humains, donc aux livres, essayer de comprendre les livres, etc., pour comprendre comment cette performativité a opéré. Et donc, j'ai développé un peu la chronologie du cas, un peu comme ceux qui ont vu l'Aurélien Rouquier qui a fait la chronologie de la logistique. Là, j'ai fait pareil. Et puis maintenant, j'essaye d'être dans la deuxième étape et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire. Et donc, j'ai développé 4 vignettes où j'essaye de montrer notamment les 3 premières, le rôle de certains humains, comment on peut prouver que leur rôle est différent. Et puis, une 4e vignette où j'essaie de montrer autre chose, mais je vous montre ça juste après. Alors, un petit rappel de pour ceux qui n'enseignent pas la stratégie comme moi, qui n'enseignent pas en tout cas le canvas, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? À quoi ça sert? Donc, ça sert à modéliser un business model à travers 9 cases où on montre le lien entre les 9 activités clés d'un business model. Alors, comment est-ce que ce qui est intéressant, c'est comment ça s'est créé? Alors, ça s'est créé, alors j'ai essayé de mettre rapidement, donc Yves Pinner, professeur à HEC Lausanne, il a fait plein de visitings dans sa vie. Tous les 7 ans, il avait le droit d'aller en visiting.
Et puis, donc, il a l'idée un jour de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une typologie de tous les business models imaginables. Donc, je crois que c'est au MIT, je sais écrit plus tard, il a cette idée-là. Et puis, il fait, bah, tiens, je vais mettre un thésard là-dessus. Et donc, il embauche son étudiant de master qui s'appelle Alexander Osterwalder. Il lui dit, bah, tiens, tu pourrais faire une thèse là-dessus. Et puis, la thèse dérive, comme toutes les thèses, hein, a priori. Et donc, elle vise plutôt pour faire une ontologie des business models et comprendre ce qu'est un business model. Ce qui se rend compte, en fait, avant de faire la typologie, il faudrait d'abord qu'on sache ce que c'est, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, donc Osterwalder, il fait ça. Et puis, on a déjà quasiment les 9 cases de ça à l'issue de la thèse. On l'a quasiment. On l'a pas tout à fait, mais quasiment. Et puis ensuite, Osterwalder, c'est pas un académique, hein, il n'a jamais été un académique, donc il commence à faire du conseil. Et puis là, il utilise un peu son outil qu'il est en train de créer, et donc il voit que ça marche assez bien. De son côté, Pigneur, à l'université, il y a plein de gens qui sont des entrepreneurs, et donc pareil, il teste un peu ce truc. Ces 9 cas, ça marche quand même super bien en fait, hein. Tiens, bah, si on faisait un livre là-dessus. Donc ils partent sur le projet de faire le livre. Et donc, ils font le livre d'une certaine façon, on va l'écrire après. Et puis un deuxième, un troisième, un quatrième, là, il y a 4 livres autour de ça qui ont été développés avec d'autres personnes. Ils font aussi des sessions de formation de 1 jour, 3 jours, voilà, en entreprise, etc. Ils ont créé d'autres outils, donc ce fameux Canvas, et puis ensuite, ils ont fait Value Proposition, ils ont fait Culture Map, plein de choses, etc. Voilà. Donc, on a vraiment ce truc de ce petit projet qui commence à deux. Donc, la théorie commence. Elle enrôle, si on utilise les termes ANT ou performativité, elle enrôle les 2 auteurs. Petit à petit, ça grossit. Elle enrôle des consultants autour, etc. Et donc, elle a toute une stratégie par des livres, par des logiciels, par tout un ensemble de choses, de grossir, pour que cette théorie devienne une pratique et qu'elle soit appliquée dans les organisations. Alors, ça, c'est la longue histoire. Moi, je me focalisais sur 4 éléments, du coup, 4 vignettes. Sur notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du début à la fin, on voit toujours la même chose, il y a une fabrique d'outils. Il y a la volonté, dans la performativité de cette théorie, de fabriquer des outils. Alors, dans la thèse, par exemple, je pense que c'est pas d'information, mais à la fin, le dernier chapitre, c'est l'application de l'outil avec du langage XML. Et donc, il y a tout un truc avec du langage informatique où il y a la volonté, dès le début, en tout cas, de créer des outils. Je trouve ça fascinant. Un autre truc, Osterwalder crée un moment, donc sa volonté, ça a toujours été de créer des outils. Et donc, il crée une première boîte qu'il appelle Business Model Foundry. Donc, il se voyait comme une fonderie quand même. Et puis, je lui demande à la fin d'un entretien, je lui fais c'est quoi ton identité? Et puis, il dit si j'avais un mot à dire, je serais un forgeron. Donc, c'est quand même très fort hein, quand on dit il fait de la gestion, il fait pas du conseil, mais il vend des formations. Pour lui, c'est un forgeron. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, dès le début de ce truc, il y a eu ça. Ils ont créé des outils, voilà. Et puis aussi, ils aiment bien faire la blague du couteau suisse, parce qu'ils sont suisses tous les deux, de dire que tout le monde utilise le SWOT. Ce matin, on a dit que le SWOT, c'était pas bien. Tout le monde utilise le SWOT. Et donc, en fait, il y a des outils plus adaptables potentiellement pour des situations pratiques. Et donc, le médecin, il n'a pas qu'un seul outil quand il ausculte des gens. Et donc, bah là, c'est pareil, le couteau suisse ne peut pas fonctionner pour tout. Mais encore une fois, la métaphore du couteau, de l'outil revient toujours. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que c'est Osterwalder ici qui pousse cette idée du début à la fin, tout le long de la performativité, c'est lui-même qui le pousse. J'ai l'impression. Deuxième exemple, il y a toujours eu la volonté de faire des typologies. Donc, je vous ai dit que c'était bien au MIT. L'idée est venue de Pigneur, cette fois, qui, au MIT, voit une typologie, dit je veux faire pareil, etc. Et puis, pareil, dans les 4 livres, tout du long, il y a toujours cette volonté de développer des typologies. Voilà. Alors, pour moi, j'ai l'impression que c'est Pigneur qui, pareil, pousse cette idée du début à la fin de faire des typologies. Et puis, il y a aussi cette volonté de faire des tests, toujours tester. Alors donc, ça vient du paradigme des design science que Pigneur découvre. Pareil, il ne connaissait pas, il fait à Vancouver, il découvre ça dans une conférence, etc. Voilà, le canvas lui-même a été testé, j'y reviendrai, mais il y a eu la volonté de tester par du conseil, j'ai déjà dit d'ailleurs le truc là, quand il publie le livre. Donc voilà, pareil, le test est arrivé du début à la fin, il y a cette volonté-là, et c'est poussé par Pigneur. Donc du coup, c'est là où dans cette performativité, on a une différence entre les objets qui poussent pas grand-chose. Donc, ils servent comme diffuseurs, etc. Ils sont enrôlés, ils peuvent modifier, mais en tout cas, ils sont pas capables de pousser des idées comme le feraient des humains qui ont une certaine conscience, a priori, qui peuvent avoir leur propre idée, leur propre background, etc. Voilà. Ce qui est intéressant, et c'est là où on montre qu'il y a la fin de, je vais expliquer. Ce que je trouve très intéressant, et j'ai plutôt du mal à l'exprimer, c'est qu'à un moment donné, la théorie reprend ses droits
Et donc, la théorie performe la théorie en utilisant cette propre théorie. Le mieux, c'est de passer par un exemple. Dans leur premier livre, où ils présentent le business model, ils appliquent le business model Canvas à la publication du livre sur le business model Canvas. C'est quand même fort. Ils appliquent leur propre théorie pour faire leur propre truc. Pardon? Voilà, c'est une méta-théorie ou c'est une mise en abîme. Effectivement, il y a une mise en abîme qui est faite. Et donc ça, ils le font dans le premier. Et puis dans le deuxième livre, où ils s'intéressent plutôt à la proposition de valeur, ils font la même chose. Ils font la proposition de valeur du livre parfait. On comprend que c'est le leur. Voilà. Et donc il y a encore ce truc-là. Et donc là, on voit bien que la théorie reprend ses droits. Donc la théorie, plus besoin forcément des auteurs, mais elle a besoin d'elle-même, en fait, ce qui est quand même assez fort. Voilà, a priori, où j'en suis pour l'instant à cette petite histoire que j'essaie de théoriser et comprendre le rôle des humains, des non-humains, etc. Alors, j'ai essayé d'écrire quelques trucs, mais voilà, c'est pas très clair dans ma tête. Donc, la pensée des chercheurs influence au processus de performativité. Voilà, alors ça fait un peu référence à l'archéologie du savoir, à différentes choses comme ça, mais il faudrait pousser une mise en abîme. Non, ça c'est plutôt pour après. Donc ça c'est le premier point. Donc si on avait un peu si on s'intéressait particulièrement au rôle des chercheurs dans cette performativité, on aurait d'abord ça. On verrait qu'il y a la pensée a une influence. Et puis ensuite, ils ont un deuxième rôle qui est plutôt le rôle de diffusion. Diffusion, on ne peut pas dire diffusion dans le langage performativité ANT, mais ils ont plutôt un rôle où ils sont enrôlés, etc., pour servir de rôle d'intermédiaire, etc. Et voilà, on reprend la logique habituelle, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a un rôle des chercheurs dans ces objets-là. Celui qui n'a pas eu Freeman, a priori, à un moment, qui s'est fait du coup déposséder de sa théorie, qui l'a dépassée, qui a vécu par elle-même, etc., qui a enrôlé d'autres acteurs, des consultants, etc. Voilà, merci beaucoup. J'ai le droit à des questions, j'ai dû servir. Non, ce que je trouve vraiment très intéressant dans cette histoire, et je suis vraiment ravie d'échanger avec toi, c'est qu'on est aussi à un moment donné où le design thinking arrive. Et moi, ce qui me semble, c'est que je ne connais pas assez bien les liens entre Pigner et Hofstadter et ceux qui poussent la théorie du design, et notamment le design thinking, quelques années avant, mais c'est presque contemporain. Mais il me semble que finalement, l'outil Business Canva va être complètement adopté par la communauté des designers parce que la logique d'utiliser des canvas est déjà très ancrée dans la pratique des designers et que par ailleurs, quelque chose de très fort, c'est que l'outil du Business Canva modèle permet de comprendre des nouveaux modèles économiques, notamment les modèles de plateforme, qu'on avait jusqu'ici assez de mal à expliquer clairement. Donc, il y a clairement une performativité, je pense, j'espère que j'utilise dans le bon terme, pédagogique. Et par ailleurs, on reprochait un peu aux designers de ne pas penser l'aspect économique. Et du coup, quand arrive ce modèle, c'est comme si arrivait la dernière brique qui leur manquait pour avoir une pensée globale. Et donc, je crois qu'il y a un phénomène d'adoption et que ça serait peut-être intéressant de regarder dans quelle mesure la communauté des designers va jouer un rôle. En tout cas, moi, je sais que la première fois que j'ai entendu parler de cet ouvrage, et c'était très peu de temps après qu'il soit publié, c'est par Albert David et les gens de TKCP, qui pourtant n'aiment pas la design Oui, thinking, c'est pour ça que je me dis c'est bien. mais qui disent, alors, je n'ai pas enregistré, mais dans ma tête, ils m'ont dit, non, le modèle, il fait que reprendre des choses connues, mais en revanche, tous les étudiants l'utilisent et ils arrivent à faire des choses assez extraordinaires. Donc, du coup, maintenant, on l'utilise. Et voilà. Et je te dis, c'est vraiment 1 ou 2 ans après la publication du livre. Donc, et ça, c'est vraiment, et c'est vrai que je disais à Cédric, ça s'est diffusé super rapidement par rapport aux habitudes. Je ne sais pas si c'est une question, c'était aussi un peu le lien avec le design. Je n'ai aucune idée, je ne suis pas allé précisément sur ce sujet, donc je sais pas. Non, vas-y. Par rapport à ce que tu as évoqué, en fait, la volonté pour théoriser la chose. Tu constates le phénomène et derrière essayer de théoriser. Bon, la question, c'est pourquoi cette volonté, en fait? Est-ce que le fait de théoriser va donner plus de valeur ajoutée au travail? Parce que là, déjà, c'est quelque chose d'apporter ces éléments d'explication. Et je ne suis pas sûr, en fait, qu'arriver à théoriser ce travail-là ou ces éléments d'explication-là va donner plus de valeur au travail qui est fait.
Et là encore, si on se met d'accord sur ce que c'est une théorie, donc ça, c'est le point. Je peux faire quoi maintenant par rapport aux autres travaux? Il y a eu d'autres travaux justement qui ont cherché par rapport à la généalogie en fait, d'un concept, d'une théorie, son évolution, sa manière dont elle a été étudiée, ou même des outils tout simplement en fait. Est-ce que tu as pu les voir pour tenter par rapport à ce que tu as trouvé toi comme résultat ou non à ce stade-là pas encore? En fait, je pense notamment aux balances Corta ou de place méthode comme ça, magique. Ok, premier point, pourquoi la théorisation, pour une volonté de théoriser? Alors du coup, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Moi, j'ai fait ma thèse et je m'intéresse, en tout cas dans ce cadre de ce type de recherche, au lien recherche-pratique. Comment est-ce que les connaissances se développent, se créent entre la recherche et la pratique? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et donc, du coup, en fait, c'est pas que je m'en fiche du business model en soi, mais c'est qu'un objet parmi d'autres concepts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont praticiens et qui deviennent théoriciens, si tant est que praticiens existent et théoriciens existent d'ailleurs, hein, mais voilà, qui sont des acteurs comme Robert Kaplan, qui a toujours eu un peu, voilà, quel est le rôle d'Harvard, qui est une école extrêmement pratique en fait, hein, et très peu théorique. Voilà, c'est ce genre de choses qui m'intéressent. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, bah, je me suis intéressé à ce concept, mais comme d'autres. Et voilà, moi, ma volonté, c'est de comprendre le pourquoi, comment ça marche, etc. Et voilà, écrire des histoires, ben, je me suis dit qu'il fallait en faire un livre à un moment donné. Mais les histoires, c'est pas trop je suis pas du tout historien, j'utilise pas la méthode historique, je sais même pas comment regarder des archives, je sais pas comment on fait. Faudrait peut-être que je sache, mais c'est pas le cas. Voilà, j'ai plutôt fait pour écrire le livre, j'ai plutôt fait j'ai récupéré plein de trucs qui ont déjà été dit et j'ai fait la synthèse. Et puis j'ai interviewé des gens pour des concepts récents et puis j'en ai écrit quelque chose. Voilà. Donc voilà, ma volonté est de théoriser. Après, je sais bien que d'autres collègues veulent pas faire ça, mais en tout cas, ou veulent pas ou voient pas l'intérêt ou voilà. Mais ma volonté, c'est de comprendre en tout cas la diffusion des concepts. Deuxième truc, du coup, est-ce que ça a été fait pour d'autres concepts ou quel est mon lien avec ces autres concepts? Ouais, l'objectif, c'est de faire le papier complexe où je montre comment les concepts se développent à travers 11 concepts que j'ai étudiés, où j'essaye de modéliser. Il y a un travail en cours là-dessus, mais c'est un peu long, compliqué, etc. Si je peux donner quelques éléments, donc en fait, c'est la conclusion du livre que j'ai écrit, là où j'essaye d'un peu théoriser 3-4 éléments. Il y a des acteurs clés, il y a des institutions clés, il y a des gens qui sont des passeurs de frontières, il y a des gens qui… voilà, le rôle d'Harvard, par exemple, est extrêmement présent dans les concepts nord-américains. Je crois que le Business Model Canvas, c'est le seul concept où je ne vois pas la mention d'Harvard ou que ce soit. Sinon, Harvard intervient tout le temps par une puissance de diffusion, soit par la Harvard Review, soit par je ne sais quoi, mais il y a un vrai truc de… Harvard est une publishing company, quoi. Juste il y a eu un papier d'Hélène O'Connor qui a montré que les Awesome Studies, qui en fait montrent des choses que plein de gens à la même époque avaient trouvé, le rôle de l'informel, etc. C'est Harvard aussi, c'est la puissance d'Harvard qui pousse le truc. Qui réussit à faire que… Ouais. C'est ça qui reste dans l'histoire officielle.